bienvenue dans cette deuxième journée du colloquium international Archives, Laboratoire des méthodes. Cette matinée étant consacrée... Est-ce qu'on m'entend bien ? Cette matinée consacrée au et à la bibliothèque. Alors, on m'a demandé de dire quelques mots introductifs, donc je me suis penché sur les raisons de ma présence ici en tant que bibliothécaire et sur le sujet d'étude de la matinée. Et bien évidemment, le premier sujet qui m'est venu, c'est la question de la dichotomie profonde qui existe entre les bibliothèques publiques, les bibliothèques collectives, les bibliothèques qui ont été constituées comme des outils de travail à destination d'une communauté, et les bibliothèques individuelles, celles qui sont le reflet des goûts, des intérêts, des sujets de travail de leurs propriétaires. Et de ce fait, aujourd'hui, on va évidemment se concentrer sur cette deuxième partie. Néanmoins, ce qui semble intéressant, c'est que avec les années, les bibliothèques publiques, les bibliothèques universitaires ont dû s'emparer des problématiques de collecte et de mise en valeur des bibliothèques individuelles. Et le simple fait qu'on évoque aujourd'hui les travaux autour de ce que la connaissance des bibliothèques individuelles peut permettre dans l'œuvre des auteurs, philosophes, écrivains qu'on évoquera aujourd'hui, montre que dans l'ère numérique et informatique dans laquelle nous vivons aujourd'hui, on arrive à concilier les deux aspects de ce qu'est une bibliothèque, son aspect individuel et son aspect collectif. Ce qui sera intéressant d'explorer et peut-être d'interroger de votre part, c'est comment justement on arrive à concilier cette articulation. Donc aujourd'hui, dans cette matinée, on va évoquer trois figures importantes, celle de René Girard, celle d'André Schwarzbach et celle de Friedrich Nietzsche, à travers trois interventions. Donc dans un premier temps, je vais passer la parole à Alexandre Avril, qui est doctorant au sein de l'ITEM, de l'Institut des textes et manuscrits contemporains, dont les travaux portent sur l'articulation entre la philosophie de Nietzsche et les travaux de René Girard. Je lui cède tout de suite la parole. Mesdames et messieurs, je voudrais commencer ma communication de ce jour en vous disant le plaisir que j'ai d'être parmi vous aujourd'hui et en remerciant sincèrement Nathalie Ferrand, à qui je dois l'honneur de parler ce matin devant tant d'éminents et sympathiques chercheurs. Dans un colloque consacré à l'actualité du tournant archivistique, à partir duquel la documentation des artistes, des penseurs et des écrivains est passée du statut d'encombrant dossier poussiéreux pour leurs héritiers ou de reliques sacrées pour leurs turiféraires à celui d'objets complexes et en fait inépuisable pour les chercheurs, vous nous avez invités à prendre appui pour discuter de notre compréhension de ces archives sur des exemples concrets regardant les processus individuels de création, et ceux dans des champs différents, littérature, philosophie, art. C'est ce que je vais m'employer à essayer de faire maintenant, à partir d'exemples que j'espère les plus concrets possibles, tirés des archives encore inédites d'un penseur au carrefour de plusieurs disciplines, René Girard. René Girard, qui fut l'un de vos collègues chartistes avant de mal tourner, fait partie de ces auteurs à la réputation sulfureuse. Inventeur d'une théorie générale du désir et de la violence qui prétend tout expliquer des comportements humains, du sel de la religion et jusqu'à l'origine de la culture, il passe pour l'un de ces auteurs à idée fixe, capable de réduire n'importe quel texte aux entournures de sa théorie du désir mimétique. La théorie de Girard est en effet aussi géniale qu'imparable. Elle postule que derrière chacun de nos désirs, que nous croyons spontanés et originaux, nous appartenant en propre, se dissimule un modèle que nous imitons. Girard découvre, vous le savez, cette loi du désir triangulaire ou mimétique dans la révélation romanesque en étudiant 5 romanciers majeurs, Cervantes, Stendhal, Flaubert, Proust et Dostoïevski, objet de son premier livre, Mensonges romantiques et vérités romanesques, en 1961. Cette théorie et ses conséquences expliquent tout des comportements humains, individuels comme collectifs, ce qui est bien commode. Bien. Mais d'où vient cette idée formidable ? Je vous propose de nous poser une première question élémentaire qui nous ramènera ensuite à Girard et à ses archives. D'où viennent les idées philosophiques ? Comment naissent dans l'esprit de leurs auteurs les plus géniales théories ? Concept d'Oedipe,
conatus, matérialisme dialectique, désir mimétique. Vous me direz de leur observation du monde, bien sûr, mais de leur lecture surtout. Poser la question de la genèse d'une théorie philosophique, c'est se demander, au-delà de son génie particulier, quelles influences exogènes furent décisives sur un auteur dans l'élaboration, le développement et l'expression de sa pensée. De ce point de vue, l'histoire des influences philosophiques se confond avec l'histoire de la lecture des penseurs par eux-mêmes. Elle peut même s'entendre comme une vaste entreprise de commentaires perpétuels, d'Aristote sur Platon, de saint Thomas sur Aristote, de Descartes sur saint Thomas, de Kant sur Descartes, de Hegel sur Kant, de Marx sur Hegel, de Badiou sur Marx, de nous-mêmes sur Badiou, etc. Dessiner l'histoire de la philosophie, c'est éprouver la continuité d'influence d'un chapelet de penseurs dont l'apport particulier fut d'ajouter une strate nouvelle à la sédimentation philosophique, un nouveau chapitre au grand livre de la pensée, dont les pages font perpétuellement référence les unes aux autres dans un linéament de renvoi qui fait la solidité de l'ensemble. Ainsi, il n'est pas un grand penseur, si génial et original fut-il, qui ne fut exemple non seulement du travail d'imagination, mais avant tout de lecture et de commentaire de ses prédécesseurs. Cette approche repose sur l'idée, élémentaire et parfois contre-intuitive pour les lecteurs simples et admiratifs que nous sommes, que tout livre pousse sur d'autres livres, comme le disait si joliment Julien Gracq, et que le génie n'est pas autre chose qu'un apport de bactéries particulières, une chimie individuelle délicate, au moyen de laquelle un esprit neuf absorbe, transforme et finalement restitue sous une forme inédite, non pas le monde brut, mais plutôt l'énorme matière littéraire qui préexiste à lui. Cette conception d'un continuum littéraire ou philosophique vient contrarier l'idée d'une spontanéité absolue des œuvres comme des idées, idée d'ailleurs très romantique, au sens girardien, de l'illusion romantique. C'est elle qui justifie la notion d'approche intertextuelle telle qu'elle s'est développée dans les années 1960, pour mettre en évidence les réseaux de sens et de référence au sein des textes. L'étude des sources de la création s'appuie en effet sur la conception d'un dialogue entre l'auteur et les auteurs qu'il a lus, un processus permanent d'interaction entre lecture et écriture. C'est pour signaler et étudier ces interactions que le concept d'intertextualité est apparu comme une reformulation de la notion de dialogisme thématisée par Bakhtin dans ses études sur Rabelais et Dostoïevski en particulier, consistant à dire que tout texte est absorption et transformation d'un autre texte. Ce que dit, d'une manière savamment reformulée, Antoine Compagnon dans son étude systématique sur la pratique intertextuelle de la citation, proposant de penser que le travail de l'écriture est, je cite, une réécriture dès lors qu'il s'agit de convertir des éléments séparés et discontinus en un tout continu et cohérent. Compagnon nous dit, toute écriture est collage, glose, citation et commentaire. N'est-ce pas ce que fait René Girard, qui s'appuie d'abord sur les textes littéraires pour les coller, les gloser, les citer, les commenter, de manière à convertir ces éléments séparés et discontinus en un tout continu et cohérent, sa théorie mimétique. Sauf qu'à la différence du critique universitaire, qui rend explicite son architecture intertextuelle en exposant les étapes de son raisonnement et en citant soigneusement toutes ses sources, le philosophe a tendance à les occulter. Il synthétise ce qu'il sait et nous restitue sa pensée sous une forme apparemment si originale qu'il nous devient impossible de distinguer ce qui vient de lui de toute la littérature qu'il a discrètement incorporée. L'inventeur d'une théorie géniale est comme l'artiste qui a pris soin de retirer son échafaudage avant de faire entrer son public. C'est la garantie d'un excellent effet, du moins des plus théâtraux. Nous sommes pourtant soucieux, nous autres curieux, de comprendre son truc. Comment lui en est arrivé à de si brillantes conclusions qui nous avaient, à nous simples lecteurs, totalement échappé. C'est ici que la critique génétique vient au chevet de l'historien de la philosophie, en grattant derrière le vernis à peine sec de la fresque pour en faire apparaître les sous-couches, jusqu'aux premières esquisses techniques et lignes de fuite dessinées au crayon à papier. Michel-Ange restera toujours pour nous ce grand génie de la peinture, mais l'historien de l'art aimera comprendre comment il s'y est pris pour peindre le plafond de la chapelle Sixtine. On ne retirera rien du génie de Mozart à étudier les brouillons de ses partitions. Ce qui vaut en art ou en lettres vaut aussi en philosophie. Poser la question de la genèse d'une théorie philosophique ou d'un célèbre commentaire, c'est en effet se demander, au-delà de son génie particulier, quelles influences exogènes furent décisives sur son auteur dans l'élaboration, le développement et l'expression de sa pensée. Il s'agit d'abord de poser la question très concrète de ses sources bibliographiques. Découvrir, explorer et analyser la bibliothèque d'un philosophe, c'est partir en quête de ses influences, de ses références, de l'état de ses connaissances au moment donné. C'est reconstituer la démarche non pas seulement d'écriture, mais de pensée,
par laquelle il recherche, sélectionne et intègre patiemment et plus ou moins consciemment des idées qui préexistent à lui pour les synthétiser sous une forme nouvelle qui deviendra sa propre pensée. Mettre en rapport ce que les auteurs ont lu et ont écrit aux mêmes périodes permet ainsi de reconstituer ces parcours d'influence de la manière la plus fine possible et de repenser l'histoire des idées philosophiques à l'échelle d'une histoire de la lecture des philosophes, au double sens de ce génitif, la lecture des philosophes par les philosophes. Nous proposons de qualifier de bibliogénétique cette étude en philosophie des sources bibliographiques exogénétiques d'un auteur, de son carnet secret de référence qui va bien au-delà de la classique étude des sources. Nous proposons aussi d'appliquer cette méthode critique au cas de notre génial et si original auteur afin de reconstituer le parcours d'élaboration de sa théorie en étudiant les matériaux au moyen de laquelle elle fut forgée et éprouvée, c'est-à-dire de montrer ses trucs. Nous intéresse chez Girard l'origine de sa théorie ainsi que sa méthode d'appropriation des textes, sa méthode de lecture. L'enjeu de ce travail est de tenter de comprendre son élaboration dans un contexte intellectuel, d'établir la généalogie de cette théorie en retrouvant ses sources et matériaux, et enfin d'en éprouver ou d'en vérifier la validité. Et cela afin d'échapper à l'opinion des uns qui la prennent pour parole d'évangile et des autres qui pensent qu'elle est bidon. Nous pensons pour notre part qu'il n'y a pas réellement de théorie mimétique, ni de système, mais une hypothèse mimétique. Une hypothèse qui s'appuie sur des matières précises et dont on peut reconstituer la logique et vérifier les applications, et ce, au moyen des outils de la critique génétique. Voyons donc. Pour remonter aux sources de l'hypothèse mimétique, je me suis mis en quête des archives de René Girard. Au départ, je dois avouer que je suis parti d'une intuition aussi personnelle qu'hasardeuse. Sans doute parce que j'aimais profondément l'un et l'autre, j'étais persuadé qu'il existait des liens entre René Girard et Nietzsche. Nul ne semble pourtant plus aux antipodes du penseur catholique franco-américain que notre bon vieux Nietzsche. Nul ne s'est jamais aventuré à faire ce lien. D'autant que Girard n'a jamais semblé trop écrire sur Nietzsche, lui qui n'écrivait pas sur les philosophes. Aucune mention de Nietzsche dans les nombreuses études consacrées à Girard. Aucune mention de Girard surtout dans l'énorme littérature secondaire nietzschéenne, même celle qui traite de la récente réception française de Nietzsche. Bon, Paolo n'y croyait pas trop non plus. Je pars donc pour la Californie, sur la route des anciens chercheurs d'or de Sutter's Mill, à la recherche de quelques pépites dans la maison de Girard pour les lui ramener. Madame Girard, 96 ans, m'a accueilli avec une extraordinaire bienveillance et m'a ouvert le Saint des Saints, la chambre bibliothèque de René Girard que personne n'avait pénétrée depuis le décès de ce dernier en 2015. Et que croyez-vous que je découvris ? Que non seulement Girard avait tout Nietzsche, mais que ses livres sur Nietzsche étaient parmi les plus annotés de sa bibliothèque, et surtout les seuls littéralement à la portée de main de son bureau. Afin de figer cette connaissance, et alors que la famille américaine envisageait peut-être de s'en débarrasser, je voulus photographier cette bibliothèque annotée et en prouver la valeur en réalisant son catalogue. Ceci fut fait dans le sillage de la création, la même année, en 2019, de la Société savante des amis de Joseph et René Girard, Joseph son père, grand chartiste que vous connaissez, que nous créâmes avec la famille de René Girard, notamment aux fins de conserver et de diffuser les archives des deux hommes. Première étape donc de la constitution de nos matériaux génétiques, la bibliothèque. La voici. Chaque pan de mur de toute cette partie de la maison, dans laquelle dormait René Girard, tel un bénédictin, est rempli de livres, ce qui constitue une réelle bibliothèque de travail. Sur le plan méthodologique, et parce qu'une bibliothèque est d'abord une géographie, en tant que les dispositions spatiales de livres, rangement, spatialisation de la lecture, nous avons divisé l'ensemble de la bibliothèque en 194 sections contenant chacune entre une dizaine et une quarantaine d'ouvrages. La chambre compte 88 sections réparties sur 3 panneaux et le bureau en compte 106 répartis sur les 4 pans de mur de cette pièce carrée. Chaque section est désignée par un code alphabétique composé d'une majuscule indiquant le numéro de colonne et d'une minuscule indiquant le numéro du niveau. À chaque ouvrage recensé, j'ai ensuite donné une cote composée du code de section à laquelle il appartient, suivi d'un chiffre indiquant sa position en partant de la gauche à l'intérieur de cette section. Exempli gratia,
GD3 renvoie au 3e livre du 4e niveau de la 7e colonne de la bibliothèque qui se situe dans la chambre, soit le tiers-livre de Rabelais en Garnier-Flammarion, 1993. Préciser l'année est d'une importance capitale, car cette précision implique de regarder la bibliothèque d'un philosophe non comme un stock immobile de livres, mais comme une sédimentation référentielle progressive et parallèle à la fabrication de ses propres œuvres. Véritable bibliothèque en mouvement, exerçant une influence exogénétique permanente, évolutive, mais aussi décisive sur la pensée en marche. Dit plus simplement, ce qui nous intéresse pour connaître par exemple les lectures de Girard au moment précis de la rédaction de Mensonges romantiques et vérités romanesques à l'été 1960, ce sont donc les lectures antérieures. Nous devons faire l'exercice mental de faire disparaître tous les livres postérieurs. Autrement dit, si je place le curseur en juin 1960, ce tiers-livre de Rabelais n'existe pas. Deuxièmement, établir une vraie bibliographie, elle aussi diachronique. En effet, le processus d'élaboration des ouvrages de Girard a souvent consisté à reprendre et à compiler, parfois in extenso, parfois en y introduisant des modifications, des travaux universitaires antérieurs, des chapitres de livres ayant déjà paru ou des entretiens anciens ou inédits, en donnant une unité d'ensemble à des textes d'époques différentes. Dans certains cas, apparaissent dans le même ouvrage, et donc mis sur le même plan aux yeux du lecteur, des textes distants de 50 ans, comme c'est le cas par exemple de La Conversion de l'art, paru chez Carnet-Nord en 2008, qui regroupe des textes dont les plus anciens datent de 1953, avec des entretiens menés en 82, puis en 2007, soit plus d'un demi-siècle d'écart, sans que le lecteur inattentif n'en soit particulièrement informé. Voici ce que cela donne avec un exemple, un texte qui évoque Nietzsche, dans La Voix méconnue du réel, paru en 2002, réédité en 2008. On découvre en fait, en faisant l'archéologie de ces textes, ce chapitre consacré en partie à Nietzsche et à Wagner est la transcription d'un article paru dans la revue Esprit en 1995, lui-même la traduction d'un article paru dans un recueil d'anthologie de 1978, lui-même tiré d'une revue savante américaine, Modern Language Notes, de 1976. Ce travail nous permet donc de vérifier pour chacun de ces ouvrages quelle en est la composition réelle et parfois cachée, afin d'en identifier les textes sources et de procéder à leur datation précise. Ceci afin de superposer soigneusement les plans diachroniques des sources des processus de création, de reconstituer la coïncidence entre lecture et écriture. Troisième étape, vérifier les notes et les manuscrits. Ici aussi, le vrac a son importance. Factures, lettres, dédicaces, cartons d'invitation, papier de famille, diplôme, j'ai même numérisé le faire-part de naissance de René Girard en 1923. Plus près de nous, je vous donne deux exemples qui vous intéresseront, deux exemples de félicitations à René Girard pour son entrée à l'Académie française sous la coupole des 4 Nations en 2005. Voici ici un carton de Condoleezza Rice, la secrétaire d'État américaine. Et voici à côté le carton de l'un de ses collègues, Monseigneur Lustiger. Vous notez l'adresse du 23 quai de Conti sur le carton. Les notes et manuscrits permettent aussi, comme vous le savez, de tracer les chemins génétiques. Voici ici un exemple avec différentes sédimentations du même texte, un article sur l'étranger de Camus, manié et remanié. Voici le chemin génétique entre les versions que j'ai appelées B32 et A5 dans cette bibliographie diachronique. Jusque-là, rien que du classique pour vous. J'ajoute enfin que les notes en vrac permettent aussi de compléter les lacunes de la bibliothèque. Un autre exemple, j'ai trouvé chez Girard dans un propos tenu à la radio sur France Culture en 2004, un petit détail sur Nietzsche assez significatif, assez erroné en réalité, procédant d'une imprécision que l'on trouve chez l'un de ses plus anciens biographes, Charles Handler. Pourtant, cet ouvrage n'est pas dans la bibliothèque de Girard. Étrange. Eh bien, je sais qu'il a lu cet ouvrage en janvier 61, car nous disposons d'une note de lecture dactylographiée, même si nous n'avons plus le livre. Enfin, les marginalia, grâce auxquels le livre devient un manuscrit, une véritable archive. Elles sont nombreuses chez Girard, qui avait pris l'habitude de signer et de dater ses livres, ce qui est très commode pour nous. Je vous en montre une qui a pour moi beaucoup d'importance, c'est la date de sa lecture de La volonté de puissance, en anglais, The Will to Power, en 1974. Et voici, en miroir, sa lecture de Par-delà bien et mal et la généalogie de la morale dans l'édition Gallimard, cette fois-ci en 82.
Ce système de marginalia est très intéressant, particulièrement chez Nietzsche. Je parle de système car vous trouvez bien sûr des notes habituelles, parfois grinçantes. Faux, dit-il à propos d'un passage de Par-delà bien et mal, également stupide dans le crépuscule des idoles, cette idée nietzschéenne, mais surtout, vous trouvez un système de référence aux propres théories de René Girard. Dès lors que quelque chose a rapport, de près ou de loin, avec la triangularité du désir, avec le désir mimétique, j'appose un M, le M du mimétisme. Dès lors que l'on parle d'un rapport avec le bouc émissaire, j'appose ce symbole du bouc émissaire. Vous voyez cette définition nietzschéenne, quasi parfaite, l'homme voit dans tout malaise ou revers de fortune quelque chose pourquoi il faut faire souffrir quelqu'un d'autre, choisi au hasard. Girard dit, c'est ma théorie, je mets mon bouc émissaire. Et ceci sur plusieurs sigles, le V de violence, le S de sacrifice, le K de culture, ne me demandez pas pourquoi, le X de christianisme. Je vous ai récapitulé la table des symboles des marginalia de Girard, qui fonctionne dans l'ensemble de sa bibliothèque, mais que l'on trouve particulièrement élaboré et de manière absolument systématique dans ses œuvres de Nietzsche. Conclusion. Tout ceci, tout ce dossier génétique qui ravit l'archiviste et intéresse le critique génétique, permet aussi au philosophe de procéder à un certain nombre de vérifications dans le cadre de son travail interprétatif. Je vous en donne quelques-unes. D'abord, sous cet angle particulier de la question de Nietzsche et de Girard, comme je vous l'ai montré, que Nietzsche est bien présent dans la bibliothèque de Girard, comme le montre le catalogue, qu'il est bien placé, comme l'indique la cartographie, et qu'il est bien annoté, comme en témoigne l'étude des marginalia. Deuxièmement, ce que Girard a lu de Nietzsche, quelles éditions et quand. On y découvre par exemple qu'il lit d'abord Nietzsche dans des éditions américaines dans les années 1950. Une anthologie destinée aux étudiants, The Portable Nietzsche, une édition douteuse, The Will to Power, puis, à partir du milieu des années 70 seulement, l'édition Colli-Montinari dans la traduction Gallimard. Ce qui change beaucoup de choses dans l'interprétation. Et c'est là mon troisième point, sur les manières de lire Nietzsche. Dans mon travail de thèse, je compare par exemple sa lecture de La naissance de la tragédie en 1967, dans une édition anglaise, avec la lecture 10 ans plus tard, en 1977, dans l'édition Colli-Montinari en français. Ce n'est plus du tout la même lecture. Or, entre-temps, en 1976, il y a eu son seul article sur Nietzsche, dont on se souvient qu'il est présenté au lecteur français comme datant de 2002, voire de 2008, pour la réédition de poche. C'est ainsi que par ces marginalia, nous voyons la manière de lire Nietzsche qu'avait René Girard, qui est une manière d'appropriation, en imprimant littéralement sa marque dans les écrits du philosophe allemand. Quatrièmement, Girard a dit des choses sur Nietzsche, mais qu'en savait-il ? Ce qu'il a lu sur Nietzsche n'est pas non plus de moindre importance pour comprendre ses sources, et parfois la source de certains de ses préjugés. Des biographies datées à tendance romanesque, Charles Handler, Daniel Halévy, des ouvrages plus douteux ou de propagande wagnérienne. Et surtout, nous découvrons que jusqu'aux années 1970, Girard tire en fait la majeure partie de ses connaissances sur Nietzsche des travaux du professeur américain Walter Kaufmann, qui a été un véritable passeur pour lui. Vous me demanderez à quoi sert tout cela pour le philosophe ? À plusieurs choses. D'abord, à établir le contact, à souligner l'importance réelle de Nietzsche pour Girard, ce qui n'a rien d'évident. Dans une toute récente biographie qui vient de paraître de Benoît Chantre, une biographie de René Girard qui fait 1000 pages et qui est excellente, je vous invite à la lire, vous ne trouverez pas un mot sur Nietzsche, alors que Derrida et Sartre y ont une place formidable en tant qu'influenceurs de René Girard. Alors que nous voyons que la bibliothèque nous autorise à dire que Nietzsche est sans doute l'auteur que Girard avait le plus lu et le plus annoté, parmi en tout cas ceux qu'il connaissait le mieux. Ensuite, ce dossier nous sert à éprouver les hypothèses de Girard sur les échecs amoureux de Nietzsche et ses désirs triangulaires, l'amourette de Genève avec la jeune Mathilde, on voit d'où ça vient de Charles Handler, sur l'interprétation girardienne de la relation avec Lou Salomé, qui lui vient de Kaufmann, dans une édition particulière de Walter Kaufmann que lui-même modifiera l'année d'après mais que René Girard n'avait plus.
Donc on peut retrouver exactement l'origine de ces connaissances. Idem pour la relation à Wagner. René Girard, qui était un grand wagnérien, a surtout lu des wagnériens. Et il s'appuie sur la littérature wagnérienne pour véhiculer un certain nombre de préjugés sur l'offense mortelle que pourtant Montinari avait rectifiée dans un colloque auquel participait René Girard, sur le mythe du musicien raté et tant d'autres. Donc la critique des sources permet de voir que parfois nos lectures peuvent nous induire en erreur. Et dans le cas contraire, nous observons que Girard avait une lecture assez fine de Nietzsche grâce à Walter Kaufmann. Par exemple, il ne tombe pas dans l'interprétation qualitative de la volonté de puissance qu'a proposé Gilles Deleuze, car il est fidèle à ce que Walter Kaufmann écrit sur l'interprétation quantitative de la volonté de puissance. Et voilà une influence directe qui, pour le coup, est assez orthodoxe du point de vue nietzschéen. Enfin, j'ai observé que René Girard introduit tardivement le concept de ressentiment dans sa théorie mimétique. Et il est ô combien important, puisqu'il lui sert à désigner le ressac du désir mimétique contrarié qui se transforme en rivalité pour le modèle. Et il le fait à partir de la lecture de L'homme du ressentiment de Max Scheler, qui lui est conseillé, on le voit dans ses lettres, par son collègue philologue Léo Spitzner, qui lui indique cette lecture au moment de la relecture des épreuves de ce qui s'appelait alors l'incarnation romanesque et dont on trouve le brouillon dans le fonds Girard à la BNF et qui deviendra Mensonge romantique et vérité romanesque. Au moment où Girard envoie son manuscrit à Dominique Fernandez des éditions Grasset, il le relit à Avignon au mois de juillet 60 en lisant L'homme du ressentiment, d'où les ajouts à notre sens tardif de la notion de ressentiment qui viennent formidablement éclairer la théorie mimétique dans ce livre. Ainsi, l'étude des sources permet de montrer les trucs, non au sens du trucage, mais au sens des modes de conception de la pensée. Le même été, Girard a lu cet autre livre, Le Bovarisme, de Jules de Gaultier, qui est très proche de sa propre conception du désir. Bovarisme dont il ne cite quasiment jamais le nom, ni celui de Gaultier dans ses livres. Et pourtant, cette théorie l'influence grandement. Nous en avons la preuve avec ce livre daté de juin 1960. Je termine avec une rapide conclusion pour vous dire qu'à mon sens, l'archéologie génétique et l'utilisation de ces ressources permet de réaliser une véritable herméneutique de la restitution philosophique qui voit dans le penseur une machine à transformer des lectures en théorie. Et l'intérêt de ce type d'approche est de se placer à bonne distance de ceux qui seraient tentés de rejeter ce qu'ils considéreraient comme le charlatanisme d'une interprétation, disant par exemple que Girard n'a jamais lu Nietzsche, qu'il ne le connaissait pas, ou ceux qui encensent la réponse qu'il donne à tout, en montrant qu'il existe dans sa création de pensée des occultations, des reprises, voire des erreurs. Cette approche, qui me semble être celle de l'éthique des chercheurs, permet de ne pas dénigrer ni sacraliser la théorie girardienne, ce qui est le meilleur moyen de dépassionner une théorie par l'approche scientifique, de montrer qu'elle constitue une hypothèse qui a ses origines, qui peut se vérifier et qui trouve d'application à d'autres cas. Nietzsche nous a appris que les idées ont une histoire, les théories en ont une également. Une bonne théorie philosophique n'est-elle pas, au fond, par-delà bien et mal, car il s'agit d'une chose humaine, bien trop humaine. Je vous remercie.